Bienvenue au podcast En vente libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielle au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On est en 3e année. Puis, on vous remercie en fait notre commanditaire qui est la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous soutenir dans ce projet de podcast. Exactement. Et dans cet épisode particulièrement, on vous parle des nouveaux rôles du pharmacien avec notre invité qui est nul autre que Bertrand Bolduc, donc président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. De quoi on a parlé aujourd'hui? On a parlé de plusieurs choses, dont les actes que le pharmacien peut faire qui sont tout nouveaux depuis mars 2020. On a aussi parlé d'un peu de l'histoire de la pharmacie, donc l'évolution du rôle du pharmacien au Québec, ainsi que la vision que les patients peuvent avoir de nous, un peu le rôle des médecins, un peu le chevauchement des rôles des différents professionnels. Donc, c'était une discussion super intéressante. Oui, fait qu'on vous souhaite une très bonne écoute, puis on espère que vous allez autant apprécier ça que nous, on a eu du plaisir à tourner ça ensemble. Oui, bonne écoute. Merci. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Premièrement, bonjour. Merci beaucoup, en fait, d'avoir accepté notre invitation pour briser la glace pour notre tout premier épisode de En vente libre. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter un peu? Dites-nous, vous êtes qui, votre parcours, là, pour qu'on ait un peu une idée, là. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, Gabrielle et Gabrielle. Mon nom est Bertrand Bolduc. J'ai le très grand honneur d'être le président de l'Ordre des pharmaciens depuis 2014. Et pour me présenter brièvement, je suis un vieux pharmacien. J'ai gradué de la faculté de pharmacie en 1990. Et par la suite, j'ai fait un MBA en 2000 au HEC, donc tout près de la faculté. Et en 2009, j'ai fait une formation en gouvernance d'entreprise qui s'appelle l'Institut des administrateurs de société. Donc, c'est une formation pour siéger et diriger des conseils d'administration, ce que je fais à l'Ordre. Alors, qu'est-ce que ça fait le président de l'Ordre? Je suis sûr que vous êtes très curieux. Ça fait pas grand-chose, mais ça fait quelques trucs. D'abord, premièrement, le président de l'Ordre, c'est le porte-parole de l'Ordre des pharmaciens. Et comme vous le savez, l'Ordre des pharmaciens, c'est essentiellement les 10 000 pharmaciennes et pharmaciens ensemble. On choisit quelques-uns d'entre nous pour nous auto-gouverner, pour essentiellement réglementer la profession. Donc, le rôle du président, c'est d'être le porte-parole de l'organisation. C'est pas le patron de l'organisation, c'est le porte-parole. Il s'occupe évidemment il préside le conseil d'administration qui est composé de pharmaciennes et de pharmaciens de tous les horizons de partout au Québec. Et le conseil d'administration est responsable des orientations stratégiques de l'Ordre. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on veut faire avec la profession? Comment on va protéger le public de façon efficace? Alors, on protège le public de différentes façons. La première façon, c'est en ne prenant comme nouveau pharmacien que les très bons candidats. Alors, évidemment, comme vous allez être gradué de l'Université de Montréal et aussi ceux de l'Université Laval, bien évidemment, vous serez automatiquement pharmacienne et pharmacien chez nous parce qu'on connaît bien les programmes ici, mais on accepte aussi les diplômés étrangers qui font leur processus d'équivalence. Donc, dépendamment où ils sont diplômés, ils font l'équivalence. Des fois, c'est différents cours. Des fois, c'est le programme de qualification en pharmacie que vous connaissez à l'Université de Montréal. Et après le stage, ils deviennent pharmaciennes et pharmaciens ici. Donc, première façon de protéger le public, admettre juste les bons. La deuxième façon de protéger le public, c'est pas compliqué, c'est de s'assurer qu'il reste bon. Et ça s'appelle l'inspection professionnelle. Donc, on a des inspectrices. Je pense qu'on a un gars, inspecteur aussi. Et on s'assure périodiquement d'aller voir, soit par une auto-inspection ou selon ce qu'on entend, ou parfois, des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, elle ou lui, faudrait peut-être vérifier si tout est correct. » Alors, on va vérifier ça. Et dans certains cas, il peut y avoir des examens de compétences et des stages et des cours et des limitations pratiques temporaires, le temps de se remettre à niveau. Et la troisième façon de protéger le public, c'est de jouer à la police. Donc ça, c'est le département des enquêtes et de la syndic. Et essentiellement, on va faire des enquêtes lorsqu'on a des plaintes. Et on va s'assurer, dans certains cas, de punir et sanctionner certains pharmaciens qui auraient eu
fait preuve de négligence, qui aurait fait des fraudes, des vols, diversion de médicaments, etc. Donc, c'est les 3 fonctions de base de tous les ordres professionnels, que ce soit l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des comptables agréés, c'est la même chose chez nous. Mais la partie la plus intéressante, puis j'espère c'est de ça qu'on va discuter sûrement ce soir, c'est on protège le public par les pharmaciens, pas contre les pharmaciens, mais par les pharmaciens, par une pratique pharmaceutique qui se développe, par plus de services à la population, des meilleurs soins, meilleurs suivis, meilleure utilisation des médicaments. Et c'est une grande partie de mon travail de travailler en équipe avec le conseil d'administration et la permanence de l'ordre vers des nouvelles activités comme celle du projet de loi 31. Donc, j'ai un rôle de porte-parole, d'animateur, de gestion du conseil d'administration, s'assurer que tous les gens sont libres d'exprimer leurs opinions, qu'ils sont bien informés, qu'ils savent à peu près toute la même chose complètement pour pouvoir prendre des décisions et de surveiller de façon générale le travail de la permanence, notamment de notre directrice générale, Manon Lambert, qui, vous devez savoir, on a la meilleure directrice générale de tous les ordres au Québec, mais nonobstant ça, on s'assure que le plan stratégique est transformé en plan d'action avec des projets et que tout ça arrive sur le terrain. Donc, c'est un peu ça le travail. Le président ou la présidente de l'ordre, c'est un poste à temps partiel de 3 jours par semaine. Mais je vous dirais que c'est pas lundi, mercredi, vendredi. C'est à peu près tout le temps. Mais un petit peu, c'est ça. Donc, on le cellulaire, le groupe Facebook, les Zooms, les meetings, c'est un peu n'importe quand. Donc, il y a des semaines très occupées, puis il y a des semaines un petit peu moins occupées aussi. C'est pas un 9 à 5 régulier, Pas du tout, non. OK. Mais là, vous avez parlé un peu justement des nouveaux rôles du pharmacien. C'est ça qu'on aimerait parler ce soir avec vous. En fait, récemment, là, il y a eu l'adoption du projet de loi 31 qui s'est fait, je pense, en mars, là, si je me trompe pas. Donc, c'est quoi ça pour les gens qui connaissent pas ça? Qu'est-ce que ça a permis, en fait, aux pharmaciens? C'est quoi les nouveaux rôles qu'on a obtenus? Alors, ça vous dérange pas, je vais vous ramener un petit peu dans le temps. Quand j'ai gradué en 1990, les pharmaciens, notre travail, c'était de conseiller les patients sur les médicaments. Donc, évidemment, tout ce qui est en vente libre, mais aussi les médicaments de prescription et s'assurer que c'est bien utilisé. Et la grosse affaire sur laquelle on capotait, puis qu'on travaillait, puis qu'on étudiait, c'était l'opinion pharmaceutique, qui existait déjà avant que j'arrive, mais qui n'était pas très utilisée. Et on travaillait beaucoup à faire plus d'opinions. Puis c'est quoi, juste pour peut-être les gens qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que c'est en fait une opinion pharmaceutique? L'opinion, c'est essentiellement un avis écrit qu'on envoie au prescripteur sur le profil d'une personne parce qu'on voit des problématiques. Donc, ça peut être des problématiques d'adhérence au traitement, ça peut être des interactions, ça peut être des suggestions d'alternatives, mais c'est un avis écrit au prescripteur essentiellement. Et ça, c'était la grosse affaire. On est avant les soins pharmaceutiques, on est avant les interventions. C'était l'intervention là, qui était privilégiée à l'époque. Ça, c'était en 1990. Et le but de l'ordre à l'époque, c'est-à-dire aux pharmaciennes et aux pharmaciens, l'objectif, c'est 100% conseil. Il n'y a pas un patient qui ne devrait pas sortir de la pharmacie avec un nouveau produit sans un conseil adéquat qui fait ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin. Oui. Il y a eu la loi 90 avec les ordonnances collectives, mais surtout, en 2011, décembre 2011, il y a eu la promulgation du projet de loi 41 qui a résulté en plein de nouvelles activités pour les pharmaciens, mais avec un petit peu de limitation, je dirais, un cadre. Donc, par exemple, les pharmaciens pouvaient prescrire des analyses de laboratoire pour faire des suivis de la pharmacothérapie, mais il y avait une liste de 12-13 tests qu'on pouvait prescrire. Puis on s'est aperçu assez rapidement que c'était pas suffisant dans plein de cas. Mais, nonobstant ça, on a démarré avec ça. La loi a été promulguée en décembre 2011, les règlements en 2012, mais ça a été mis en vigueur le 20 juin 2015 seulement. Oh, mon Dieu. Ça a été très, très long parce que les négociations d'honoraires ont été longues. Il y a eu des changements de gouvernement entre le Parti libéral, le Parti québécois, le Parti libéral est revenu. Donc, ça a été très, très long. Mais à partir du 20 juin 2015, les pharmaciens pouvaient faire des interventions, prescrire des médicaments pour des conditions mineures,
des situations sans diagnostic, les analyses de labo, etc. Donc, c'était tout nouveau et je vous dirais, beaucoup de monde avait peur. Peur de prendre la place, mais clairement et assez vite, je dirais, les pharmaciens ont embarqué là-dedans. Ben, et le public a demandé c'est ça. aux pharmaciens de les aider pour toutes sortes de problématiques. J'aime pas le mot conditions mineures, je dirais conditions fréquentes. Ben, on pourrait peut-être donner des exemples de conditions mineures, tu sais, communes. On pourrait peut-être C'est faire pas une l'exemple. condition mineure qu'un pharmacien pourrait Ben, intervenir il y en en a plein. fait. Je pense que la plus populaire et la plus évidente, c'est l'infection urinaire récurrente chez la femme, non compliquée. Donc, ça arrive tout le temps un vendredi soir, un samedi. On a une femme qui vient à la pharmacie, elle a des symptômes d'infection urinaire. Elle sait ce qu'elle a parce qu'elle en a déjà eu. C'est ça. Et avec la loi 41, on pouvait lui represcrire un traitement qu'elle avait eu dans les 12 derniers mois. Ben, c'était un peu limitant quand même, les 12 derniers mois, parce que des fois, ça fait 12 mois, des fois, ça fait 11 mois, mais des fois, ça fait 14 mois. Ouais. Puis là, après un an, on disait, mais là, il faut retourner voir le docteur. Et avec la loi 31, on retourne en 5 ans en arrière. Alors là, évidemment, si vous avez eu une infection urinaire, ça fait plus que 5 ans, il y a des bonnes chances que vous ne reconnaissiez pas nécessairement tous les symptômes. Puis ça se peut que ça vaille la peine d'aller voir le médecin, mais la plupart du temps, vous allez vous souvenir, oui, il y a 3 ans, j'en ai fait une, puis regardez dans mon dossier, j'ai eu telle chose, et le pharmacien peut represcrire la même chose, mais peut prescrire quelque chose de différent pour arriver au même résultat. Donc ça, c'est une très, très grande avancée, parce que ça donne un meilleur accès aux soins aux patientes dans ce cas-là. Une autre avancée qu'on a eue avant, c'est la contraception orale d'urgence. Oui. Alors moi, quand j'étais jeune pharmacien, à la pharmacie, ça m'arrivait fréquemment que des jeunes femmes débarquent et disent « J'aimerais avoir la pilule du lendemain. » Je dis « Je peux pas vous la donner. Il faut aller voir le médecin. » Il me dit « Oui, il m'a regardé la salle d'attente. Ouais, mais j'ai pas le choix. » Il était quand même temps, là, tu sais, que ça l'arrive, là. Oui, mais... C'est un médecin, ça peut prendre du temps à avoir, comme vous dites, un rendez-vous. Le pharmacien, il n'y a rien de plus accessible, selon c'est moi. Ça. Là, puis les cliniques sans rendez-vous, il n'y en a pas tant que ça. Puis ils sont toujours pleines. Puis bon. Alors, aujourd'hui, on peut faire ça et on le fait. Et ça a permis de réduire le nombre d'avortements. Là, clairement, moi, j'ai déjà dû annoncer à une petite fille de 14 ans qui était enceinte. Il faut dire qu'à l'époque, on faisait nous-mêmes les tests de grossesse. Ah, ouais? Oui, ça, voyons. c'est une autre chose qui Vous faisiez les tests de grossesse. Ah oui, les femmes nous apportaient leur urine, puis on faisait le test nous autres-mêmes parce que c'était trop compliqué à faire. Okay. Aujourd'hui, évidemment, avec les petites plaquettes, là, c'est super simple. Ça coûte 1,5 pièce. Là, mais à l'époque, ça se faisait à la pharmacie et c'était souvent le pharmacien ou la pharmacienne qui annonçait à la personne si elle était enceinte ou non. Mon Dieu. C'est incroyable. Alors, une des questions préalables, absolument, il faut poser, c'est voulez-vous un résultat positif ou négatif? Ouais. Parce que la façon de l'annoncer n'est pas tout à fait la même. Sûr. Donc, la contraception orale d'urgence, grande avancée. On avait des situations sans diagnostic aussi, donc prévention de la diarrhée du voyageur, des choses comme ça. Et à partir du 20 juin 2015, ça s'est beaucoup développé dans toutes les pharmacies du Québec. Les pharmaciens ont embarqué à tour de bras et les patients ont vu que les pharmaciens non seulement embarquaient, mais le faisaient très bien. Faut dire qu'à l'époque, on avait un comité de vigie avec le Collège des médecins pour vérifier que tout ça serait bien fait. Le comité de vigie, après 1 an, on l'a aboli. Parce que, évidemment, on n'avait pas de problème. Tout était très, très, très bien fait. On avait des algorithmes de traitement, on avait tout ça. Et la population a trouvé que le service en pharmacie était amélioré et que ça permettait l'accès aux soins plus facile. Donc, ça a peut-être comme, en fait, changer un peu la mentalité. Peut-être des gens, on nous voyait peut-être comme des distributeurs de médicaments, des vendeurs de pilules, puis peut-être que tranquillement, on change un peu la mentalité de « OK, le pharmacien a un rôle clinique. » On était déjà consultés, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Ouais. Et souvent, on disait, vous devriez aller voir le médecin, c'est probablement tel truc, il va probablement vous suggérer ceci ou vous prescrire cela, mais on ne pouvait pas le faire. Alors que maintenant, les pharmaciens, et ce qu'on fait, c'est un peu ce que le médecin fait la première fois que vous le voyez pour un petit problème. Puis si ça ne disparaît pas ou si ça se complique, on y retourne. C'est ça. Donc, la première consultation médicale est souvent évitée. Comme on a eu un très grand succès avec la loi 41, lorsqu'il y a eu des élections, donc il y a 3 ans, il y a eu des élections en 2018, l'Ordre des pharmaciens, on a décidé de pousser pour aller chercher la vaccination. La vaccination était permise pour les pharmaciens dans à peu près toutes les provinces au Canada,
sauf le Québec, puis Terre-Neuve, je crois, puis le Manitoba, genre. Donc, on s'est dit, c'est le temps d'y aller parce que dans 41, on l'avait échappé, la vaccination. On n'avait pas été capable de la négocier. Donc, ce qu'on a fait, on s'est mis toute la famille de la pharmacie ensemble. C'est quoi la famille de la pharmacie? Ben, c'est l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, la QPP, l'Association des pharmaciens salariés, la PPSQ, l'Association des pharmaciens d'établissements de santé, la PES, et les chaînes et bannières, et les facultés, et les associations étudiantes. OK, à ce point-là. Ah oui. On a mis tout le monde autour de la table. On s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait faire de plus? Pas pire. Et là, on a brainstormé ensemble. On a suggéré un paquet de trucs. Et c'est là on s'est dit, OK, on va essayer d'aller chercher ça. Donc, pendant la campagne électorale de 2018, moi, j'ai personnellement rencontré les porte-paroles en santé des 4 partis politiques. OK. Donc, que ce soit Québec solidaire, Parti québécois, Parti libéral et la Coalition Avenir Québec. Je les ai rencontrés les 4. Je les ai dit, on aimerait ça que les pharmaciens vaccinent. Ils le font partout au Canada. On peut aider pour la grippe, etc. Et on peut faire plus que ce qu'on fait déjà. On le fait très bien. Ça se passe bien. On pourrait élargir les conditions mineures qu'on traite. On pourrait faire des consultations. On pourrait faire toutes sortes de trucs. Et je vous dirais que, évidemment, pendant la campagne électorale, tout le monde dit, ben oui, on veut, ben oui. Mais ça reste des promesses. Dans le cas de ce qu'on a suggéré, très rapidement après la nomination de la ministre McCann comme ministre de la Santé en 2018, on l'a rencontrée, on lui a exposé le projet, puis elle a embarqué. Ouais. Elle a dit, vous avez raison, moi, mon mandat, c'est d'améliorer l'accès aux soins pour les patients au Québec. Et les pharmaciens, je veux que vous jouiez un rôle là-dedans. Ouais. Même chose pour les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Et elle a mené 2 projets de loi en parallèle, soit le projet de loi 31 pour les pharmaciens et le projet de loi 43 pour les IPS. Alors, ces 2 projets de loi-là ont été conçus en même temps. Ils ont été... les consultations ont eu lieu un à la suite de l'autre et ils ont été promulgués le même jour, le 17 mars 2020, au tout début de la pandémie, parce que là, on s'est dit, là, il faut que les pharmaciens jouent un plus grand rôle parce que les médecins vont être occupés, les infirmières vont être occupées, on a besoin d'accès. Et c'est ça, l'urgence sanitaire a comme un peu justifié le rôle du pharmacien, l'accès en première ligne. Là. En fait, ça serait arrivé de toute façon, mais je pense que ça a précipité un petit peu l'adoption du projet de loi et ça a mis en vigueur immédiatement la possibilité pour les pharmaciens de vacciner. Bon, on était loin d'un vaccin encore. Là. Le 17 mars 2020, il n'y avait pas de vaccin pour la COVID. Mais on a participé à la première campagne de vaccination de la grippe l'année dernière. Oui. Et avec 850 000 doses données à la pharmacie. Pas toutes par des pharmaciens, hein, évidemment par les infirmières qui travaillent en pharmacie. Mais un bon nombre pour les pharmaciens. Et on a formé les pharmaciens pour vacciner. Alors, pour vous donner une idée, on a approximativement 45% des pharmaciennes et des pharmaciens au Québec présentement qui sont vaccinateurs. Okay. Et ils peuvent injecter, ils peuvent évaluer, ils peuvent prescrire les vaccins, etc. C'est ça, c'est pas juste l'injection. Là. Non, on y va, la prescription, le faire, toute l'analyse du dossier, en fait. L'analyse du dossier, l'analyse du profil vaccinal, puis est-ce qu'il vous manque quelque chose, et la prescription du vaccin et l'administration, la surveillance après. Pour vous donner une idée, la première année en Alberta qui ont vacciné, il y avait 15% des pharmaciens qui étaient formés. Nous autres, on a eu à peu près 45%. Wow! Donc, les gens ont vraiment embarqué. Et lorsque c'était le temps de mettre en place la campagne de la vaccination COVID, bien évidemment, le ministre a mis les pharmaciens dans le coup. 1500 des 2000 pharmacies ont vacciné, ont participé à la campagne. Beaucoup de pharmaciens d'établissement aussi ont participé dans les grands centres de vaccination. Des pharmaciens retraités sont venus. C'est 1,2 million de doses de vaccins COVID qui se sont données en pharmacie, principalement, évidemment, le Moderna et le Astra, puisque le Pfizer était hyper congelé. Oui. Mais c'est un très, très grand succès. Et le ministre, en fait, le système de santé au complet, c'est maintenant qui peut compter sur les pharmaciennes et les pharmaciens du Québec pour améliorer l'accès aux soins, participer aux campagnes de vaccination. Et on se prépare présentement
pour la vaccination pour la grippe qui va commencer le 1er Ça commence novembre. très bientôt, 1er d'ailleurs. novembre. Oui, vraiment. c'est sûr. Mais tant mieux, tu sais, c'est le fun de voir justement cette meilleure accessibilité-là aux soins. Tu sais, les pharmacies, il y en a toujours un coin de la rue. Tu sais, c'est vraiment vers les pharmaciens. J'ai l'impression que les gens y vont en premier pour un petit problème de santé. Fait que tant mieux qu'on a cette possibilité-là d'accéder à des soins un peu plus, en fait, un peu mieux pour les patients, un peu plus accessibles, en place de toujours référer ailleurs. Tu sais, on peut le faire, là. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Mais moi, je trouve que c'est super intéressant pour les étudiants aujourd'hui, parce que vous savez que lorsque vous allez arriver sur le terrain, vous allez pouvoir jouer un grand rôle. Ouais. La distribution des médicaments, ça reste important. Ça reste important de faire ça de façon sécuritaire. C'est super important de s'assurer que les prescriptions sont adéquates, de faire le suivi, les ajustements, etc., mais aussi d'intervenir chez des gens qui viennent nous consulter pour des raisons que je pense importantes pour elles. Là. Quand tu fais une vaginite à levure, que tu as de l'herpès labial, tu as une infection urinaire, on parlait d'un érythème fessier chez un enfant, c'est grave, là, pour les gens qui nous consultent. Eux autres, ils veulent une solution à ce problème-là. Ils veulent pas attendre un rendez-vous dans on ne sait pas combien Une de couple temps. semaines, puis, Et ils veulent surtout pas aller à l'urgence. C'est sûr. Parce que c'est pas des urgences d'hôpital, Ben non. mais pour eux, c'est une petite urgence qui nécessite une solution rapide. Immédiate, oui. Voilà. Et nous, on peut jouer un très grand rôle là-dedans. La conjonctivite allergique, juste la prescription de spray nasaux de corticostéroïdes, là, c'est une grande avancée aussi parce que là, pour les allergies, on peut faire un grand bout de chemin. Là, c'est fini pour cet été, les allergies, mais ça va revenir l'année prochaine, c'est sûr. On s'en sort jamais. Voilà. Donc, le rôle est extraordinaire. On peut avoir un impact sur la vie des gens très rapide, très, très, très important. Ils se souviennent, ils restent fidèles ensuite à l'équipe de la pharmacie. Oui, c'est ça. Ça augmente vraiment la vision, en fait, du public, là, parce que c'est avec le public qu'on est capable d'aller chercher plus de rôles, plus de, tu sais, puis que le public, en fait, reconnaisse, là, ça, c'est quelque chose de gratifiant, je pense, là. Oui. Et là, on est allé chercher des nouvelles conditions aussi qu'on n'avait pas dans 41. Ouais. Donc, dans 31, par exemple, on peut prescrire la prophylaxie pour l'influenza chez les gens qui sont à risque. Donc, comme vous le savez, quelqu'un qui arrive avec des symptômes grippaux, qui a des maladies chroniques, on veut peut-être débuter le Tamiflu rapidement. Là, les pharmaciens peuvent l'initier. Pourquoi? Parce que justement, il faut que ça soit fait de façon très rapide. Même chose pour le zona, hors visage, mais quelqu'un qui a une lésion sur le tronc, ça fait mal, ça pique, on voit des... Il n'y a pas de raison de ne pas débuter immédiatement un traitement antiviral. Et là, encore là, on peut sauver des hospitalisations, des visites à l'urgence, etc. Donc, encore là, un très grand rôle. Et si on peut faire ça pour l'influenza, si on peut faire ça pour le zona, c'est clair et net que lorsque la pilule pour la COVID va sortir, on pourra probablement le faire aussi. Ouais. On va travailler pour le rajouter. Pourquoi? Parce que... Très bientôt, on sait qu'il y a déjà un médicament de Merck là, qui s'en vient, et il y en aura d'autres. On pourra prescrire des médicaments pour la COVID pour justement réduire le risque d'hospitalisation et de complications. Donc, le pharmacien devient, avec la vaccination, avec les conditions mineures, avec les situations sans diagnostic, avec les prophylaxies médicamenteuses comme celle-là, ou pour le reflux ou autre, un endroit, un hub de santé où les gens ont accès facile, rapide et sans attente. Oui. Bon, clairement, ça demande d'ouvrage. Hein? Oui. Et ça demande de l'organisation. Et je pense que les pharmacies ont déjà commencé. Ils vont continuer de s'adapter pour faire ça. Donc, on va probablement travailler de plus en plus sur rendez-vous. Puis tout ce qui est renouvellement de médicaments, je dirais, régulier, ça peut être programmé. Ça peut être fait d'avance, ça peut être fait par Internet, etc. Ça peut être livré. On pourra peut-être espacer. Au lieu de servir au mois, dans beaucoup de cas, on pourra servir pour 2-3 mois parce que les gens sont stables, sachant qu'on peut les ajuster si nécessaire. Donc,
La pratique sur rendez-vous, c'est très certainement quelque chose qui va arriver très, très bientôt. C'est déjà commencé à plein d'endroits. Puis vous allez rentrer, vous, à la pharmacie le matin. Un peu comme on rentre à l'hôpital. L'hôpital, des fois, on est à distribution. Des fois, on est sur un étage dans une unité de soins. Des fois, à l'urgence. Des fois, en dialyse, etc. Ben, vous allez arriver à la pharmacie. Puis aujourd'hui, je suis en consulte. Aujourd'hui, je suis à distribution. C'est ça. Et ça va être pas mal plus intéressant. Mais parlant de ça, je sais qu'il me semble qu'il y a un acte dans la loi 31 que c'est justement que le médecin peut faire une demande au pharmacien ou de la patiente qui voit pour demander une consultation ou une révision du dossier. Personnellement, j'ai super de la misère à voir comment ça pourrait se faire dans un contexte d'officine où on est parfois comme débordé. Oui, on est débordé, mais il faut prendre le temps à un moment donné. Alors, un médecin, un généraliste, quand ça reçoit un patient, ça fait son évaluation, ça fait des examens, ça commande des tests de labo, ça essaye de trouver le diagnostic. À un moment donné, ça trouve le diagnostic. S'il y a des problèmes à le trouver, il va référer un spécialiste, va consulter, demander une consulte chez l'endocrino, chez le cardiologue, chez le néphrologue, etc., pour l'aider à mieux faire le diagnostic ou mieux adapter son traitement, notamment pour les maladies chroniques comme le diabète, des choses comme ça. Mais il n'y a rien qui l'empêcherait de consulter un autre spécialiste, celui de la pharmacothérapie, qui est la pharmacienne ou le pharmacien. Et c'est ça la demande de consultation. C'est un médecin qui a un cas, puis qui dit, bon, ben là, il commence à y avoir beaucoup de choses dans ce dossier-là. Là, je suis un peu mélangé, je me suis peut-être en enlever, peut-être réduire des effets secondaires, peut-être optimiser des choses. S'il vous plaît, Gabriel, peux-tu regarder ça puis me faire un plan? Ça peut être une façon de demander la consultation. L'autre façon, c'est quoi? C'est de dire, Gabriel, fais un plan, occupe-toi-en, ajuste-la, la médication de cette patiente-là, parce que moi, j'ai pas le temps de la revoir. OK. Et cette patiente-là, elle va te voir à tous les mois à la pharmacie. Ouais. Moi, elle va venir me voir juste dans 6 mois. Donc, d'ici 6 mois, je te demande d'ajuster le médicament. Je te demande de faire le sevrage de la benzodiazépine. Je te demande d'ajuster ces deux-là. Je te demande toutes sortes de trucs. Tu deviens une consultante pour le médecin généraliste. C'est ça, le spécialiste du médicament, dans le fond. Voilà. C'est un peu le rôle, et beaucoup le rôle que nos pharmaciens en GMF occupent. Présentement, ça se fait de façon plus simple parce que la pharmacienne est juste dans le bureau à côté du médecin et dit, bon, ben Gabriel, pourrais-tu prendre Madame Tremblay, puis céduler un rendez-vous pour qu'elle te rencontre, puis tu y ajusteras ces trucs. Mais il n'y a pas des pharmaciens dans toutes les GMF. Ils ne sont pas là 24 heures sur 24 non plus. Alors, à un moment donné, est-ce que le pharmacien d'officine peut faire ça aussi? Absolument. Donc, les demandes de consultation, c'est comme ça. Et vous devez savoir que l'honoraire le plus important que les pharmaciens reçoivent, c'est pas pour distribuer des médicaments, c'est pas pour conseiller, c'est pas pour faire des opinions, c'est pas pour faire des ajustements, c'est pour faire une consultation. Ah ouais. Alors, l'honoraire le plus important présentement en chiffres, en dollars, c'est l'honoraire pour une demande de consultation. Donc, au moment où on se parle, j'ai demandé les données avant de venir aujourd'hui à la QPP. Les 2/3 des pharmacies, depuis le 25 janvier dernier, ont facturé des demandes de consultation, en moyenne 5 par mois. Quand même, par pharmacie. Des demandes qui venaient du médecin. Oui, mais le médecin, souvent, il va appeler pour une raison, puis à un moment donné, il dit, on peut l'offrir, la consultation aussi. Il dit, là, dans le cas de Mme Tremblay, est-ce que vous aimeriez que je regarde ça puis j'optimise ça? Parce que là, quand même une personne âgée, puis elle a des médicaments... quand on regarde les critères de Beers, on pourrait en enlever pour éviter des chutes, etc. Ah ben oui, j'aimerais bien ça, justement, que tu me fasses le ménage. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de regarder ça. Donc, ça devient des demandes de consultation. Donc, beaucoup de potentiel dans cette nouvelle activité. Je peux avoir la vision de pharmaciennes qui rentrent le matin en pharmacie puis qui ne font à peu près que cela. Ça serait magnifique, je pense. Il n'y a pas de raison pourquoi c'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être avoir je pense qu'on s'en était parlé, Gab, me semble, par exemple, quand on rentre dans une pharmacie, il faudrait qu'il y ait un ou une pharmacienne qui soit comme attitrée à faire des demandes de consultation dans sa journée. Et ça va arriver. C'est indéniable. Moi, quand je fais affaire avec ma firme comptable, ils font mes états financiers. Ça, c'est normal pour un comptable de faire des états financiers. Mais une fois de temps en temps, je consulte le fiscaliste. Une fois de temps en temps, je consulte la personne en optimisation des processus. Une fois de temps en temps, j'ai un consultant en transaction. Alors, il y a des consultants dans toutes les professions. Puis il y a le travail que je qualifierais de base, qui est très important,
L'important des états financiers pour un comptable, c'est la base pour travailler. Même chose en pharmacie, notre dossier, s'assurer de bien dispenser les médicaments, de bien conseiller, de bien suivre. Mais une fois de temps en temps, il faut revoir tout ça. Il faut en enlever, il faut en rajouter, il faut en ajouter pour justement s'assurer que les patients retirent tout le bénéfice sans les effets secondaires, minimiser les effets secondaires le plus possible. Et c'est ça qu'on est allé chercher avec la demande de consultation. Mais tant mieux, mais tu sais, vous parliez, c'est l'honoraire, en fait, qui est le plus, qui est le mieux de tous les actes qu'on a. Mais tu sais, il faut quand même voir ça dans une perspective de si on ajuste la médication, qu'on rend moins d'effets secondaires, clairement qu'il y a un impact sur le système de santé au final, peut-être moins d'hospitalisation, moins de consultations à l'urgence. Tu sais, peut-être que oui, ça vaut cher ces consultations-là, mais l'impact à la fin est clairement, c'est sûr qu'il y en a qui c'est bénéfique, là, en fait, dans un niveau de société, de coût. Pour moi, c'est un début. Ouais. Vous allez commencer votre carrière bientôt, puis je suis convaincu qu'au cours de votre carrière, on va arriver à des modèles de rémunération qui vont changer. D'ailleurs, la QPP travaille déjà là-dessus pour que les honoraires soient mieux modulés en fonction de la complexité du traitement. C'est pas vrai que ça vaut le conseil vaut la même chose pour un médicament simple, genre un anovulant, puis un médicament qui est très dispendieux, qui nécessite une démonstration d'administration, un suivi étroit, un index thérapeutique étroit, qui a plein d'interactions. Alors, c'est pas normal qu'on ait le même honoraire pour dispenser ces deux médicaments-là qui sont complètement différents. Donc ça va arriver. Et on va arriver inévitablement, tant pour les médecins que je pense que pour les pharmaciens, à des modèles où on va être rémunéré en fonction des coûts qu'on sauve. Ouais. Et ça, ça existe déjà à certains endroits aux États-Unis, dans certains systèmes de santé privés. Puis le public n'aura pas le choix à un moment donné de dire il faut économiser des sous. Puis pour ça, ça prend des coachs du médicament. C'est des gens qui vont optimiser les choses parce que sinon, ça va coûter trop cher. Oui, c'est sûr, c'est sûr. L'impact est là, puis je pense que... Est-ce qu'il y a justement des études, peut-être, qui sont faites pour comme un peu quantifier le rôle du pharmacien? C'est comme l'impact, on parlait de l'impact à l'urgence, mais peut-être moins de consultations à l'urgence, moins d'hospitalisation. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites pour, justement, se quantifier le rôle du pharmacien? Il doit en avoir, oui. Notre collègue Jean-François Bussière, qui est chef de département Sainte-Justine, et son équipe, ils ont mis en place un site Internet qui s'appelle Impact Pharmacie. Et il regroupe là-dedans tous les liens vers toutes les études où les pharmaciens ont un impact. Donc, c'est la source d'information pour regarder dans quelle situation l'intervention du pharmacien sauve des coûts, sauve des hospitalisations, etc. Et évidemment, il y a d'innombrables études qui démontrent ça. C'est clair et net que quand les pharmaciens se mettent le nez d'un dossier, ils réduisent les effets secondaires, ils améliorent l'efficacité, ça revient moins cher. Pourquoi? Parce que le patient retourne moins à l'hôpital. C'est définitif. Il faut bien le faire, évidemment. Mais tout ça est démontré. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a convaincu le gouvernement à date de rajouter toutes ces activités-là. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher à la pharmacie. C'est plus rapide que d'aller chez le médecin. C'est pas nécessaire. On peut garder les médecins pour les cas plus compliqués. Mais oui. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est inévitable que vous allez en faire de plus en plus. Et le projet de loi 31, avec la demande de consultation, c'est l'ouverture sur à peu près n'importe quoi imaginable. Parce que le médecin il peut vous demander de cesser un médicament, de sevrer, d'ajuster, d'augmenter. Il peut vous demander n'importe quoi. Et il y a une autre activité qu'on est allé chercher en plus de la demande de consultation, c'est ce qu'on appelle la pratique en partenariat. Okay. Donc, la demande de consultation, c'est un médecin ou un prescripteur, ça peut être un optométriste, un dentiste, une IPS, qui vous demande une consultation pour un patient, une patiente. La pratique en partenariat, ça peut être un ou des médecins qui vous demandent à un ou une ou des pharmaciennes d'ajuster, de faire les mêmes choses pour une population commune de patients. Okay. Et ça, on voit ça déjà en hôpital. C'était un peu comme ça, mais c'était pas comme permis. Les pharmaciens faisaient le travail, puis le docteur contresignait. Aujourd'hui, avec la mécanique de pratique en partenariat, on signe une entente de partenariat où on confie aux infirmières l'évaluation, aux pharmaciens l'évaluation aussi, et l'ajustement, et on laisse l'équipe de soins hors médecin faire le travail.
c'est plus facile. Tout ce que ça demande, c'est d'avoir un dossier commun pour pouvoir échanger là-dessus et au bout d'un an, par exemple, réévaluer tout ça si ça a bien fonctionné. Alors, cette pratique en partenariat-là, elle commence à se mettre en place partout en hôpital. En fait, en hôpital, je vous dirais, on régularise ce qui se faisait déjà, parce que maintenant, on peut le faire. Ça va se faire et ça commence à se faire énormément en GMF. Donc, au lieu d'avoir Dr Tremblay qui demande une consultation pour Mme Gélina à la pharmacienne, c'est Dr Tremblay, Dr Sylvain, Dr Morel, ensemble du GMF, qui demandent aux 2 pharmaciennes qui viennent, pouvez-vous ajuster les médicaments pour ce groupe, mais tous les patients qui viennent au GMF. Ouais. Les patients diabétiques, c'est vous autres qui s'en occupez. Et dans le dossier, vous mettez les notes sur les interventions que vous avez faites, les ajustements, etc., pour que je puisse voir après qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, c'est le fun parce que les médecins ont plus de temps avec leurs patients. Tu sais, ils ont plus de temps pour les problèmes compliqués, entre guillemets. Tu sais, ça peut juste désengorger le système de santé. Là, ça me semble la solution clé. Là, c'est clairement l'objectif. Ouais. Il n'y a rien qui empêcherait de faire une entente de partenariat entre un groupe de médecins et une pharmacie, une équipe de pharmaciennes et de pharmaciens dans une pharmacie. Tout ce que ça prend, c'est de partager un dossier commun. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies de dossiers médicaux électroniques qui permettent d'avoir des pharmaciens, d'avoir des abonnements aussi au logiciel des médecins de la clinique, par exemple. Puis lorsque le patient consent, évidemment, ben là, on peut échanger dans le même dossier. Donc, la technologie va beaucoup nous aider pour ça dans l'avenir. Et encore là, il n'y a pas de limite aux ententes de partenariat qui pourraient être faites. Moi, je pense que ça va commencer en particulier en région où on a, par exemple, juste une pharmacie puis juste une clinique où les médecins ont de la misère à voir tout le monde. Et là, on va dire à la pharmacie, ben, aidez-nous. Un coup qu'on a diagnostiqué puis qu'on a démarré les traitements, ajuster, surveiller. Puis quand il y a une problématique qui survient, référez-nous. Autrement, on n'a pas besoin de les voir pour 1 an, 1 an et demi, 2 ans, etc. Mais oui, c'est ça. Tu sais, le patient qui est diabétique depuis X nombre d'années, des fois, ça peut le fâcher d'aller retourner pour le même problème pour absolument aucune raison, tu sais, comme valable. Tu sais, en fait, la consultation médicale est nécessaire, là, je nie pas ça, mais tu sais, ça peut être aussi frustrant pour le patient. Là, tout à fait. Mais quand quelqu'un va bien, il ne pense pas d'aller voir le médecin. Ben oui. C'est quand il y a un problème. Quand c'est un problème mineur, qu'on sait qu'on peut le régler à la pharmacie parce qu'on l'a déjà eu, déjà, on vient de sauver une visite médicale inutile, puis on va au médecin juste si nécessaire. C'est la même chose chez le dentiste. On va chez le dentiste quand? Une fois par année pour le nettoyage, peut-être un peu plus fréquemment idéalement, mais bon, entre 1 ou 2 fois par année pour le nettoyage, détartrage, surveillance, puis on y va quand on a mal aux dents, on a une réparation, etc. Entre les deux, on n'a pas besoin d'aller chez le dentiste. Ouais. Ben, c'est la même chose pour les médicaments, surtout qu'on a quelqu'un qui nous prend en charge, qui nous surveille, qui peut même commander des analyses de laboratoire pour nous surveiller. Ah, Mme Tremblay, fait longtemps qu'on n'a pas checké votre thyroïde. On va vous envoyer prendre une prise de sang, juste voir que tout est correct. Puis voilà, on peut s'apercevoir qu'on a besoin de augmenter un petit peu, diminuer un petit peu, etc. C'est ça, mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, vous parlez d'un patient qui a un problème de thyroïde, par exemple. Le pharmacien va prescrire une analyse de laboratoire. Qu'est-ce qui arrive si la valeur n'est pas dans ce qu'on attendait qu'elle soit? Bien là, il y a une intervention à faire. Si vous n'avez pas d'entente de partenariat ou tout ça, vous communiquez avec le prescripteur ou vous ajustez vous-même parce que c'est possible pour plusieurs maladies chroniques de le faire nous autres-mêmes. Et il y a des honoraires pour ces maladies-là, donc thyroïde, hypertension, diabète, anticoagulos et migraines. On a des honoraires qui sont conçus pour ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun pour les patients de savoir ça, de savoir que c'est ça, il faut l'offrir, puis il faut que les gens ils soient au courant, en fait, qu'on offre ce service, qu'ils ne sont pas obligés de tout le temps aller voir le médecin pour justement leur problème de thyroïde, leur petit médicament qui sert à ça. Bien, son pharmacien, il peut le faire. Ça devient aussi rassurant, puis tu n'as pas besoin de prendre ta journée off de congé pour aller voir le médecin. La pharmacie est ouverte après ton travail. Ça rend la vie comme plus facile, j'ai l'impression. Tout à fait, c'est l'objectif. L'accès aux soins, réduire les visites médicales non nécessaires. Une autre chose qu'on est allé chercher aussi, évidemment, depuis 41, mais qui est encore plus flexible depuis 31, c'est la prolongation d'ordonnance. Ouais. Combien de fois les gens disent
j'ai plus de renouvellement, il faut aller voir votre médecin. Mais je veux pas aller voir mon médecin, moi, ça va super bien. Là. Ma pression est belle. Tout va. Pourquoi j'irais voir mon médecin? Envoyez-lui un fax. Ah, les fax. Bah, c'est ça. Les médecins détestent recevoir des fax. Ben ouais. Puis nous, on déteste leur en envoyer puis attendre après. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut prolonger les ordonnances. On peut même, depuis la pandémie, prolonger et ajuster les narcotiques et contrôler. Exemption qui a été prolongée pour un autre 5 ans. Donc, clairement, les pharmaciennes ont fait un super job là-dedans. Donc, on peut prolonger les ordonnances, rendre ça plus facile. Puis, du moment qu'on fait ça, on prend en charge le patient, un peu comme si on était consulté pour le faire. Et voilà, les gens on perd moins de temps. Puis, on garde la ressource médicale pour ceux qui en ont besoin. Parce que, évidemment, comme vous le savez, il y a un nombre important de Québécois, Québécoises qui n'ont pas accès aux médecins de famille. Ben ouais. Puis il y en a qui en ont sont inscrits chez un médecin de famille, on a de la misère à le voir anyway. Oui. Donc c'est très important de contribuer. La prolongation, on peut le faire aussi en toute sécurité. Là, on parlait tantôt qu'on pouvait déjà prescrire aux patients des analyses de laboratoire. Donc, un patient qui a le diabète et qui est dû pour prendre des prises de sang. Une des grandes avancées pour ça, c'était notre accès au DSQ. Alors, qu'est-ce que le DSQ pour les gens qui ne connaissent pas le fameux dossier Santé Québec? Alors, tout le monde a un dossier Santé Québec. Vous pouvez demander à avoir accès à votre dossier Santé Québec. Ça s'appelle le carnet santé. Puis, on peut aller voir dans notre carnet santé les médicaments qu'on prend, nos résultats de tests d'analyse, nos imageries médicales, nos rapports d'imagerie médicale. Et on peut même voir dans notre carnet santé les honoraires que notre médecin a reçus quand on l'a visité. OK, intéressant. Oui, ça, c'est nouveau depuis l'année passée. On peut aller voir ça. Pas que ce soit super utile, mais ça donne une idée. Exact. C'est une transparence, tu veux pas. Voilà. Mais nous, que les pharmaciens on ait accès au dossier santé, aux analyses de laboratoire, ça a propulsé la profession parce que justement, on peut maintenant faire le suivi, faire une surveillance qui est très adéquate. Avant, on n'avait pas accès. Et dans bien des provinces au Canada, ils n'ont toujours pas accès aux résultats de laboratoire. Alors, et dans d'autres pays, comme en France, c'est pas nécessairement facile non plus. Puis on parle du Maghreb ou des endroits comme ça où c'est complètement utopique pour eux, alors que pour nous, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours, presque à tous les patients. On peut aller voir les résultats, on peut voir s'il y a eu des demandes d'analyse. S'il n'y en a pas, on peut en demander. Puis après ça, on va aller voir les résultats là-dedans. Et là, on peut faire un boulot absolument formidable pour les gens. C'est ça évite le dédoublement de travail. Tu sais, si le médecin il prescrit des analyses, le pharmacien, tu sais, ça devient beaucoup. Mais là, c'était sûr avec le DSQ, le dossier Santé Québec. Tu regardes avant. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, le DSQ, auparavant, il était accessible à peu près juste aux médecins, aux pharmaciens. Maintenant, depuis à peu près quelques mois seulement, disponible pour les dentistes, les optométristes, les diététistes. Alors, ça lui permet, eux autres aussi, de faire un boulot beaucoup plus professionnel, beaucoup plus concret et complet pour les patients. Donc, c'est une très, très grande avancée. Le DSQ, c'est un outil qui va continuer d'évoluer. Éventuellement, on va prendre nos rendez-vous avec notre médecin à travers le DSQ. On va voir les consultes, on va voir tout ça. Donc, vous allez voir que au cours des prochaines années, j'anticipe que la technologie va continuer de faire évoluer la pratique et que 41 et 31 auront été les bases pour aller chercher ça. Donc, c'est très excitant. C'est sûr, mais en plus, on parlait de collaboration interprofessionnelle. C'est une plateforme, en fait, formidable pour amorcer cette collaboration. Si tout le monde a accès au même dossier, les mêmes valeurs, on évite le dédoublement. Oui, et c'est très, très fort aussi pour les médecins. Il faut savoir qu'au tout début, au DSQ, tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était les médicaments. Donc, les seuls qui donnaient de l'information au DSQ, c'était les pharmaciens. Nous, on versait nos dossiers dans le DSQ, puis on ne recevait pas grand-chose. Lorsqu'on a réussi à avoir les analyses de laboratoire, là, on recevait beaucoup. Et là, l'échange a commencé. Quand on a rajouté les radiographies, pour nous autres, les radiographies, c'est pas tellement intéressant. Pour le médecin généraliste, c'est super intéressant de recevoir ça, d'aller le voir directement. Donc, l'outil évolue, l'outil est de plus en plus utile, l'outil va nous mener à faire plus d'interventions, à prendre en charge plus de choses, plus de conditions, plus de maladies chroniques, plus de patients. Donc, et les gens, probablement, éventuellement, vont se prendre plus en charge. On peut imaginer éventuellement que dans le DSQ, on va avoir des résultats de pression artérielle, de glycémie envoyés directement du patient au DSQ à travers son device, alors que présentement, c'est
on n'a pas ça, mais on peut l'imaginer éventuellement. Oui, ce serait merveilleux. En fait, le patient serait un acteur complètement actif dans sa santé, puis ce serait l'idéal. Là. Mais il ne faut pas parler au conditionnel. Il faut penser que c'est inévitable que ça arrive. La réponse, c'est pas si, c'est quand. C'est quand, oui. et à un moment donné, nous, les pharmaciens, je pense qu'on va jouer un rôle beaucoup de coaching à dire, vous, votre job comme patient, c'est de fournir les données à travers votre Apple Watch, à travers votre Fitbit, à travers votre Garmin, à travers peu importe votre device, au dossier. Voici comment le faire pour que votre médecin puisse voir, pour que moi, je puisse voir, pour que votre diététiste voit ce que vous avez mangé, votre glycémie, etc., à travers vos applications. Ça va évoluer d'une façon hallucinante au cours des prochaines années. Donc, peut-être qu'on deviendra des futurs conseillers d'applications pour la santé. Qui sait, oui. Je pense que nous autres, les pharmaciens, on a une formation sur les médicaments, sur le suivi du traitement. Et le traitement, ça dépasse souvent les médicaments. Ça peut être, par exemple, de la physio, ça peut être la chiro, ça peut être toutes sortes d'autres trucs. Ça peut être une diète, ça peut être... Donc, on a un paquet de spécialistes autour du médecin généraliste. Moi, je vois le médecin généraliste un peu comme un chef d'orchestre, mais il y a beaucoup d'instruments autour. Nous autres, on est probablement le premier violon. On joue le gros de la symphonie, c'est nous autres qui a lead. Mais derrière, il y a les percussions, il y a les bois, il y a les cuivres. Et tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Et chaque rôle de professionnel va évoluer vers l'avant. Les inalos, maintenant, peuvent prescrire des médicaments pour la cessation tabagique. Alors, ça, c'est nouveau. Comme nous, d'ailleurs. Les pharmaciens aussi peuvent le faire. mais on a permis et on a accepté et on a même, jusqu'à un certain point, appuyé que les inalos puissent le faire parce que eux, évidemment, ils évaluent la fonction pulmonaire. Ils sont capables de voir quelqu'un on a besoin d'aider cette personne-là et on les a formés pour le faire. Donc, soyez assurés que toutes les professions vont évoluer vers un rôle plus grand. Les optométristes jouent un rôle plus grand qu'avant. Ils vont continuer d'évoluer par en haut et ceux qui sont en dessous aussi. Les hygiénistes dentaires ont déjà évolué, peuvent aller maintenant en CHSLD, en résidence pour aider les patients à faire des nettoyages, détecter des choses. Donc, il faut utiliser tout le monde à son plein potentiel. On manque de monde dans tout. Ben oui. Alors, il ne faut pas gaspiller les ressources qu'on a. Les gens sont bien formés. Il faut en profiter. C'est ça, il faut leur donner le rôle que chacun mérite, en fait. Voilà. Tu sais, on parle, les hôpitaux sont engorgés. Il me semble que si on donnait à chaque professionnel la responsabilité qu'il peut avoir, il me semble que ça réglerait bien les problèmes. La pandémie a créé un environnement propice à ça. Hein? D'abord, on a fait appel à tous les professionnels pour vacciner. On a des kinésithérapeutes, kinésiologues qui vaccinent, des chiros qui vaccinent, des vétérinaires qui vaccinent des humains. On n'aurait pas pu penser à ça. On a des diététistes qui piquent des gens, alors que ces gens-là ne faisaient pas ça avant. Donc, tout le monde évolué vers ça. On a des ambulanciers qui faisaient des actes dans les ambulances, puis avant de te rentrer dans l'ambulance, mais un coup, tu étais sorti de l'ambulance à l'hôpital, tu n'avais plus le droit de rien faire. Maintenant, les ambulanciers débarquent à l'urgence puis aident les infirmières. Ah ouais? Je savais pas ça. Wow. Donc, on voit le rôle du paramédic, du technicien en soins préhospitaliers évoluer fortement. Et on a maintenant des techniciens en soins ambulanciers, en soins avancés, donc qui ont une formation universitaire. Et eux autres, quand ils débarquent chez vous, moi, si je fais une crise cardiaque, j'aimerais bien mieux que ce soit un ambulancier en soins avancés qui débarque parce que lui, il peut m'injecter des médicaments, il peut faire plein de trucs que l'ambulancier normal ne fera pas. Donc, cette profession-là va inévitablement aller vers le haut, vers plus d'activités aussi. Mais je pense que ça a été un peu précipité par le fait que là, on parle tellement de la pénurie d'infirmières. Je pense que c'est là que le ministère s'est dit « Let's go, les ambulanciers sont là, puis on va les utiliser à l'urgence quand ils débarquent. » Oui, c'est ça. On a compris qu'il y avait d'autres personnes. C'est sûr que le besoin crée l'occasion, crée l'opportunité. Encore faut-il que les gens veuillent embarquer là-dedans, puis qu'on puisse les former en conséquence. Mais dans le cas des ambulanciers, c'était déjà démarré depuis plusieurs années. Dans le cas des optométristes, ça a évolué aussi il y a plusieurs années. Les dentistes, la même chose. Donc, de plus en plus, on va faire évoluer les professions. On le voit très bien. Un des rôles du président de l'Ordre, que je n'ai pas discuté tantôt, c'est de représenter
l'Ordre des pharmaciens au sein d'un organisme qui s'appelle le Conseil interprofessionnel, donc l'association de tous les 46 ordres. Donc, plusieurs fois par année, puis je siège sur différents comités. On rencontre pas juste le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, puis l'Ordre des dentistes, mais tous les ordres, que ce soit les podiatres, que ce soit les architectes, le barreau, la Chambre des notaires, l'Ordre des ingénieurs forestiers. On a des enjeux de protection du public communs et on s'assoit régulièrement ensemble pour justement faire évoluer les dossiers ensemble. OK. Puis j'ai une question qui m'est venue à l'esprit tantôt quand on parlait des actes pour le pharmacien. J'ai bien aimé l'allusion avec le violon puis les percussions en arrière. Je pense que ça s'applique beaucoup à l'acte pour le zona, dans le sens qu'on initie la thérapie, mais il faut quand même demander au patient qu'il aille consulter son médecin pour poursuivre ensuite. Fait qu'on peut l'amorcer, mais il y a quand même un rôle du médecin qui vient ensuite. Oui, oui. Ben, dans le cas du zona, c'est assez original parce qu'en général, les pharmaciens, on ne fait pas de diagnostic. Et dans ce cas-là, on évalue le patient et on en fait un peu en attendant qu'il soit confirmé. Une suspicion peut-être. Exactement. Et on n'a pas le choix de le faire dans cette situation-là parce qu'elle est urgente. Il y a d'autres situations où on aurait pu le faire aussi qu'on n'a pas nécessairement obtenu et qui viendront peut-être plus tard. Par exemple, une autre situation là, c'est la post-exposition. Donc, si vous piquez avec une seringue, vous avez un risque d'être infecté par le VIH, on peut initier le protocole antiviral en conséquence. Ou une tique. Ou une tique, exactement. Le tique, ça a commencé par une ordonnance collective en Estrie et ça a évolué vers d'autres régions. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que les tiques, ils ne respectent pas les... ça migre partout. Ça migre très, très vite et on s'est aperçu que le patient, il peut aller en Estrie faire de la randonnée, puis ça retourne à Montréal, puis il y a la tique. Donc, maintenant, c'est possible partout au Québec. Donc, on a eu la post-exposition. On n'a pas eu la pré-exposition. On ne peut pas, les pharmaciens au Québec, prescrire la PrEP, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Ça viendra peut-être plus tard. Ça existe ailleurs. On ne peut pas prescrire les médicaments pour la dysfonction érectile au Québec. Ça se fait en Saskatchewan. Donc, il y a des petits trucs qu'on n'a pas nécessairement eu qui viendront probablement plus tard. Là, on en a beaucoup pour s'amuser, là, clairement. Là. On peut faire beaucoup déjà. Mais il y a encore plein de choses qui vont arriver, plein de produits qui vont sortir, qui vont faire qu'on va pouvoir jouer un rôle encore plus grand. Oui, certainement. Puis, ce qui m'est venu à l'esprit aussi tantôt, c'est que si on en vient à donner beaucoup de rôles aux pharmaciens, qui se rapprochent quand même à ce que les médecins peuvent faire quand on parlait d'une première consultation, est-ce qu'à un moment donné, il va comme avoir tellement un chevauchement des rôles que, là, je dis ça, mais je sais pas si ça peut vraiment se faire, là, dans le sens que le médecin va se dire « Ah, le pharmacien peut le faire », ou l'inverse peut aussi se faire, tu sais, dans le sens d'un peu comme... Se lancer la balle. Se déresponsabiliser un peu. Ouais. Tu sais, tellement que... On a perdu un micro. On est en 2021. Il faut s'adapter à la clientèle aussi. Et c'est au client, au patient, un peu de choisir comment il veut naviguer dans le système. Il y a clairement des patients qui vont dire, ben moi, je vais au GMF, puis c'est l'infirmière qui me suit. Puis c'est bien correct, elle va faire un très bon travail. Même chose, moi, c'est mon médecin. Moi, je vais en clinique privée, puis moi, je vais à la pharmacie, puis c'est ce qu'ils préfèrent. Il y a des gens qui, pour le soin des pieds, vont chez le podiatre. Il y en a qui vont voir des infirmières. Il y en a qui vont chez le médecin. Bon, écoutez, c'est propre à chacun et je pense qu'il faut avoir... C'est normal qu'il y ait des recoupements et c'est souhaitable qu'il y en ait aussi parce que chacun fait confiance à différentes personnes dans différentes situations. Il y a des gens qui ont mal au dos, ils vont chez le chiro. Il y en a d'autres qui vont chez l'ostéo. Il y en a d'autres qui vont chez le physio. Il y en a d'autres qui vont chez l'orthopédiste. Il y en a... Bon, il y a toutes sortes de possibilités. C'est correct comme ça. Donc, l'idée, c'est justement de s'assurer que les gens ont accès et ont le choix en temps utile aussi. Et c'est ça qui fait que les gens ont le service. Et à partir de là, lorsqu'ils ont un bon service, que les gens sont bien formés, que ce soit un infirmière, un pharmacien, quelqu'un d'autre, en autant que ce soit bien fait, voilà. C'est ça, mais puis ça laisse le libre cours, en fait, au patient de choisir son professionnel. Puis, tu sais, et je pense que c'est-tu l'année passée, il y a eu des études de la confiance des gens envers leur professionnel. Le pharmacien sortait, me semble, haut dans la liste. Là. Clairement. Les gens ont confiance aux pharmaciens. C'est un très bon point que tu apportes parce que
je pense que ce sentiment de confiance envers les pharmaciens, qui a toujours été très élevé, on était toujours premier, deuxième, troisième, et là, il continue d'augmenter. Et la pandémie a démontré clairement que les pharmaciens, le réseau de pharmacies, les pharmaciens en établissement ont fait un travail exceptionnel pour assurer les soins pharmaceutiques. Il a manqué de papier de toilette au Costco. Il n'y a pas manqué de pharmacie, de soins pharmaceutiques aux patients. Non. Quand même. Ouais. On a eu quelques petites pénuries. Et même à ça, au Québec, on a les pharmaciens, et je lève mon chapeau aux chefs de département des établissements, on a mis en place tout ce que ça prenait pour éviter de manquer de médicaments en soins intensifs. Donc, tout ce qui était pour, évidemment, l'anesthésie, l'intubation, etc. On n'a pas manqué de rien. On a même présentement des bonnes réserves. Et pendant la troisième vague, on a aidé la Colombie-Britannique. Ouais. Donc, on a fait une bonne job. Les pharmaciens aux soins intensifs ont collaboré avec les intensivistes pour améliorer les protocoles, réduire les doses de bloqueurs neuromusculaires, etc. Ça a été vraiment un travail formidable que ces gens-là ont fait. Donc, la confiance envers les pharmacies, elle est très élevée et c'est normal parce que lorsqu'on va dans une pharmacie, on sait qu'on va rencontrer quelqu'un de compétent, Exact. qu'on va avoir un bon service. C'est sûr. Et je dis tout le temps aux étudiants en pharmacie, lorsque vous allez en stage et vous mettez votre petite épinglette, puis ils vous voient le petit logo de l'ordre en vert, les gens se mettent à vous raconter leur vie, ils vous font confiance, même si vous êtes jeune, même si vous ne savez pas tout encore, ils se confient à vous. Oui, bien, ils réalisent des fois même pas qu'on est étudiante. Voilà. C'est ça qu'on peut pas répondre. On aime C'est mieux ça. les référer au pharmacien Ouais. puis répondre. Voilà. Ah, ben là, vous êtes Ben, pas pharmacien, vous êtes pas pharmacien. Un jour, très c'est bientôt, ça va être à ton tour de prendre le lead là-dessus. Ouais. Et tu vas t'apercevoir que d'avoir le logo sur notre sarrau, ça te confère le respect, l'admiration et la confiance de la population. Et ça, c'est parce que les 10 000 en établissement GMF, en pharmacie et ailleurs, font du super job, sont compétents, font du super job. Et s'ils font du super job, puis sont compétents, puis continuent de l'être, c'est peut-être parce qu'à l'ordre, on n'est pas si pire non plus, qu'on est allé chercher de nouvelles activités, qu'on s'assure qu'ils sont bien formés, on les surveille bien, on accepte juste les bons. Alors, et c'est ça qui est extraordinaire de cette profession-là, c'est qu'on fait du bien aux gens. Et quand on retourne chez nous le soir, après notre journée d'ouvrage, on se dit si j'avais pas été là, cette madame-là serait ramassée à l'urgence. Si j'avais pas conseillé ce patient-là d'aller à l'urgence, il serait mort. C'est ça qu'on fait. Oui, c'est ça. Peut-être. Est-ce que vous pensez que la population générale, pense qu'ils réalisent ça, ce rôle-là, qui est quand même assez primordial? Là, Les gens réalisent la valeur d'un service, d'un professionnel, Ouais, seulement lorsqu'ils ont un problème puis qu'ils c'est l'utilisent. ça. Puis que le professionnel Les fait aide. un acte concret pour les Voilà. aider. Exact. Voilà. Alors, c'est sûr que quand tu te fais pas arrêter par la police, t'as pas besoin d'un avocat. Quand t'en as un, puis un bon, ben ça se peut que il te règle ça. des problèmes. Mais ouais. Quand tu fais une transaction immobilière, c'est sûr que si tu n'as jamais été voir un notaire de ta vie, tu sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais quand tu fais ta transaction, puis il s'assure que ton hypothèque est bien faite, que ton acte de vente est bien fait, que tu vraiment le vendeur a vraiment il possède vraiment le condo ou la maison qu'il te vend, ben c'est ça qu'on voit. C'est le même notaire qui va te conseiller peut-être ton testament pour ton truc d'invalidité, etc. Donc, quand on utilise les professionnels, on voit la valeur qu'ils offrent. Ouais. Et un professionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui offre une valeur, une connaissance, une compétence que le client ou le patient n'a pas et est souvent vulnérable devant. Donc, moi, c'est sûr que quand je suis devant mon comptable, je suis un peu vulnérable parce que c'est pas moi qui fais mes états financiers, Ouais, c'est ça. évidemment. Et quand je suis devant mon notaire, je suis vulnérable. Quand je suis devant mon avocat, je suis vulnérable. Puis quand je suis devant mon dentiste, je suis allé chez le dentiste hier matin, puis j'ai la bouche grande ouverte, puis j'ai mon hygiéniste puis mon dentiste qui me ouvre dans la bouche, je suis très vulnérable. Et je me fie à leurs compétences et à leur training, puis je ressors de là, puis je me fais dire, t'as pas de réparation à faire, ton nettoyage est fait, tout est tartré, merci, bonsoir. Ben, je suis content. Ouais. J'ai eu des bons soins. Ben, c'est parce que ces professionnels-là sont bien formés, ils sont bien
ils sont compétents, ils font de bon job. Et nous, les pharmaciens, on fait ça aussi. Donc, les gens qui nous consultent voient la valeur. Ouais. Les gens qui ne sont pas malades, qui ne prennent pas de pilule, ils ne savent pas ce qu'on fait, les Mais- pharmaciens. Oui, mais j'apporterais un petit bémol dans le sens que, tu sais, je nous vois souvent, en fait, les pharmaciens comme un genre de filet de sécurité. Tu sais, tu arrives avec ton ordonnance à la pharmacie. Le pharmacien, il va appeler peut-être ton médecin, la dose n'est pas bonne, il faut qu'on ajuste. Le patient, il attend dans la salle d'attente de la pharmacie. Il n'a pas peut-être conscience de tout ce processus. Tu sais, vous parliez, on va au dentiste, il est là dans ta bouche, là, tu le sais là, qu'il fait quelque chose. Il est tout à toi. Là. Ben, c'est- t'as l'impression qu'il y a juste Tu toi. vas au médecin parce que t'as mal à la tête, tu sais, t'as quelque chose de concret. Là, t'arrives à la pharmacie, puis là, tu te dis, ben voyons donc, il y avait juste un médicament. Pourquoi c'est aussi long? Bon, il faut expliquer ce qu'on fait, surtout, Ben oui. surtout si on a des interventions à faire. Mhm. Expliquer, là, je vois potentiellement un problème avec ce que vous prenez déjà. Il faut que j'appelle votre médecin. Il a peut-être oublié que vous preniez tel autre médicament. Et quand on l'explique aux gens, ils la voient la valeur. Si on leur dit rien, Ouais. évidemment, on ne sait pas, là, tu sais. Mhm. Ben, ce matin, c'est drôle, j'ai une de mes cousines qui m'a envoyé un petit message. J'ai dit, Bertrand, ben, c'est une infirmière. Mhm. Elle dit, j'étais à la pharmacie hier, puis j'ai vu la pharmacienne dire à une patiente de prendre ses Synthroïdes tout d'un coup, une fois par semaine. J'ai dit, ça doit être dangereux. Moi, j'en prends du Synthroïde, si j'en prends 2, je vais avoir des Ouais. effets secondaires. Ben, j'ai dit, elle a dit ça probablement parce qu'elle n'est pas compliante. Mhm. Et il y a des études qui démontrent clairement que de prendre tes Synthroïdes une fois par semaine tout d'un coup, en bas de 0,3 mg, ben ça aide à arriver à un niveau de TSH normal. C'est Donc, ça. et sans effet secondaire, là, sans danger pour la patiente. Donc oui, l'intervention de la pharmacienne dans ce cas-là, notamment, était justifiée, mais il fallait qu'elle le fasse. Mhm. Puis elle a probablement donné un mot juste de bon coup de main à cette personne-là de mieux se sentir, parce que si elle oublie son Synthroïde 3 fois par semaine, Non. c'est sûr qu'elle n'a pas le bénéfice de son traitement. Non. Puis si elle se fait ajuster à la hausse, puis que le médecin ne sait pas qu'elle l'oublie 3 fois par semaine, ben à un moment donné, elle va en avoir trop, puis avoir des effets secondaires encore là. C'est ça. Bon, alors, l'intervention était pleinement justifiée. Puis je dis à ma cousine, je dis, t'as vu une bonne pharmacienne en action? C'est ça. Elle dit, je suis content que tu me dises ça, parce Ah que ouais. j'étais vraiment pas sûr. Elle était pas sûre. Elle Mais- remettait en doute la profession. mais c'est normal, elle savait pas. C'est ça. Donc, il faut expliquer ce qu'on fait Mhm. aux gens. Il faut expliquer pourquoi on le fait. C'est pour eux autres, Ouais. pour les éviter des problèmes, pour améliorer leur qualité de vie, etc. Puis quand ils le voient, ils le sentent, ils sont très, très, très satisfaits. C'est ça. Ben, c'est sûr, l'éducation, ça peut jamais nuire Voilà. à personne, puis d'éduquer un peu plus les gens sur ce qu'on C'est fait. comme quand on va au garage avec notre voiture, Ben ouais. puis on trouve que ça coûte cher, puis on trouve qu'il a juste changé une vis ou une Mhm. botte ou tout ça, puis on s'aperçoit que la valeur du mécanicien, c'est pas de changer la botte, Mais c'est de non. savoir quelle botte changer. Exact, c'est ça. Bon, ben, c'est la même chose à la pharmacie. Ah c'est oui. pas juste donner des médicaments, c'est de les ajouter, les suivre, s'assurer que tout va bien. Ben, c'est ça. Cette madame-là avec le Synthroïde, tu sais, cette pharmacienne-là a peut-être justement évité une hospitalisation. Si elle avait un rôle clé Elle a dans la vie du patient. potentiellement Là. évité sûrement une visite médicale. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça qu'il faut dire, là. Tu sais, c'est... Et j'imagine qu'elle a probablement prescrit une analyse sanguine pour s'assurer que tout est beau Exact. après 3 semaines Ben là, ouais. qu'on a fait ça. C'est clair et net qu'elle a sauvé des coûts au Exact. système de santé. À cause des nouveaux rôles, justement. là. Voilà. Ça lui a permis de faire ça, justement. C'est Voilà, beau voilà. à voir, là. C'est le fun, là, tu sais. Ben, parlant de nouveaux rôles, prescrire un médicament en vente libre, c'est tout nouveau. Je sais Oui. pas si vous voulez nous en parler un petit peu. Absolument. Mhm. Comme vous savez, inévitablement, les médicaments en vente libre, on peut les recommander, hein, sont là. Mhm. Les gens peuvent les acheter eux-mêmes, puis parfois, ils peuvent venir nous voir et dire, là, je sais pas, entre ça puis ça. Le fait de le prescrire, ça vient de différentes raisons. Une des raisons initiales, c'est pour permettre de sauver des visites médicales. Parce que vous savez, un enfant qui va à la garderie, qui n'a pas une étiquette sur le Tampra, Ouais. la personne ne le donnera pas. Ouais. Même chose dans des résidences personnes âgées. C'est pas prescrit, on n'administre pas le médicament. Ouais. S'il n'y a pas une étiquette avec la dose, comment. Bon. Alors, c'était pour éviter des visites médicales inutiles dans ces cas-là. Évidemment, ça va permettre, dans certains cas, pas tous les produits, mais certains produits, la couverture par les compagnies d'assurance. Oui, Et donc, encore là, un meilleur accès économique pour le patient. Donc, Ça réduit les coûts pour le patient, puis peut-être qu'il y en a certains qui seraient plus enclins
à prendre leur médication, à agir sur un problème de santé si c'est prescrit? Ben, il y a clairement beaucoup de patients, que ce soit des gens sur l'aide sociale ou RAMQ, etc., qui vont dire, ben moi, je n'achèterai pas du Tylenol. Moi, aller voir mon docteur, il va m'en passer, ça va être couvert. Ben ouais, c'est Mais ça. maintenant, ils n'ont pas besoin d'aller voir le docteur pour ça. La pharmacienne peut faire la même chose. Donc, c'est encore une autre raison pour éviter des visites médicales inutiles. Inutile. Ben oui, pour du Tylenol, aller voir ton médecin. Oui, ou d'éviter même une prolongation. Exact. Voilà. C'est ça. Ou prescrire des bandelettes de glycémie ou des trucs comme ça. Ben là, ouais. donc, c'est super important. Tu peux aller voir ton pharmacien, il va pouvoir... en plus, tu t'assures d'un suivi, là, veux pas d'un professionnel de la santé compétent à le faire. Ça t'sais. arrive dans ton dossier, C'est ça. c'est suivi. Voilà. Donc, il y avait juste des bonnes raisons pour aller vers ça. Exact, vraiment. Puis, tu sais, dans des médicaments en vente libre, justement, qu'on peut prescrire, ça peut aussi, j'imagine, aller avec un médicament qui cause un effet secondaire, par exemple la constipation. Là, ton pharmacien peut agir, là, il peut, à la place de dire, va consulter ton médecin, il sait, le médecin, le pharmacien, que ça peut être ton médicament, tu sais. Dans un monde idéal, tous les médicaments en vente libre qu'une personne consomme seraient au dossier. Ouais. On le sait que c'est pas le cas, là, puis C'est il sûr. faut souvent le demander à l'accueil, est-ce que vous prenez d'autres médicaments en vente libre pour être sûr qu'on le sait. Mais cette activité-là permet justement de s'assurer que c'est là. On avait les annexes 2, évidemment, en arrière, que Annexe 2, étant expliqué. les médicaments en vente libre, mais Ouais. derrière le comptoir, C'est donc ça. sur consultation Comme- seulement. par exemple, le Gravol est un Annexe 2, donc on a besoin... Le Gravol est un annexe c'est ça, 2, exact. effectivement. On en a plusieurs autres. On a aussi une nouvelle activité, c'est la prescription de médicaments en cas d'urgence. Alors, on avait des situations un peu incongrues où un patient se présentait à la pharmacie et avait un choc anaphylactique pour aller chercher une épipène. Ouais. Et là, ben, évidemment, le pharmacien il sortait l'épipène puis l'injectait au patient pour être sûr qu'on stoppe le problème. Mais là, c'était pas couvert parce que ça n'avait pas été prescrit. C'est Ah, ça. mon Dieu. Puis le patient s'en va à l'hôpital après. Fait que C'est ça. Fait que là, des fois, le T'assumes. patient ne revenait pas toujours pour te payer. C'est ça. Puis c'est correct, c'est que t'assumes. C'est la pharmacie qui assume le frais, mais avec Ouais. ça, c'est super parce que ça passe à zéro. Sur Alors, la je te sauve RAMQ. la vie, mais ça me coûte de l'argent. C'est ça. Aujourd'hui, les pharmaciens, on peut prescrire ces médicaments-là et les administrer, évidemment. Donc, ça couvre, évidemment, les insulines, le glucagon, la nitro, qui étaient ce sont tous des médicaments d'annexe 2, hein, même les ouais. insulines. Mais, puis, je veux dire, c'est sûr qu'on n'en sert pas comme ça en vente libre jamais ou à peu près, là. Mais on peut le faire maintenant. Et aussi, en cas d'urgence, le salbutamol, donc le bon vieux Ventonin. La pompe bleue. La pompe bleue que tout le Notre monde fameuse connaît. pompe bleue. La fameuse Évidemment, pompe c'est bleue. pas comme j'en ai plus, je l'ai oublié, Ben non, etc. c'est ça. C'est Faut qu'il y ait une certaine détresse respiratoire, Voilà. là, quand même, là, tu sais. tout à fait. Là, vous avez parlé comme de glucagon, mais qu'est-ce que le glucagon pour les gens qui pourraient peut-être ne pas Le savoir? glucagon, c'est le contraire de l'insuline. C'est un médicament qu'on injecte quand on est en hypoglycémie. Ok. Bon, c'est Donc, sûr. on manque de sucre. Quand on Voilà. manque de sucre dans Quand notre on manque corps. de sucre, on est éveillé, bon, on peut manger du sucre, là, du Exact. dextrose, évidemment. Mais si on est inconscient, ben, une shot de glucagon, C'est ça va ça. clairement nous aider. Ça arrive vraiment pas souvent. Ouais. C'est Mais pour les fois où ça l'arrive, c'est le fun de savoir que ton pharmacien il est là pour toi, là, tu sais. Tout à fait. Mais le médicament le plus utilisé dans ces situations-là, c'est clairement l'épinéphrine en auto-injecteur. L'épipène. L'épipène et d'autres là, marques. là, Oui, maintenant, qui s'en viennent très bientôt. qui sont déjà sur le marché. Le allergique, c'est ça, je Il y a pense? le ouais. allergique, puis il y a une autre marque qui est sortie Ok. Très récemment à aussi. jour. Voilà. Oui. Bon, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des actes, je pense, qui Ouais. rejoignent le plus les patients en pharmacie, je dirais. Je pense qu'on pourrait finir par une question. Oui, on pourrait Quand finir par une même, petite question. Je m'excuse, j'ai parlé fort. Ouais, une petite question peut-être plus sur votre quotidien de pharmacien, si vous êtes d'accord. On aimerait Ouais. ça, avoir des petites anecdotes, OK. des choses croustillantes. Là. Bon, écoutez, On peut poser la question. Ben ouais, vas-y. allez-y. Dans le fond, c'est un concept qu'on veut faire. On veut demander à tous les pharmaciens qui vont passer sur notre podcast. On veut leur demander c'est quoi le moment le plus marquant qu'ils ont eu avec un patient au cours de leur carrière. Ouais. Un patient pharmacien. ou une anecdote. Ouais. Ben, Un collègue, n'importe quoi. nous, chez Jean-Thèse Bolduc, on fait des préparations magistrales et on fait souvent des médicaments qui seront soit discontinués ou en rupture de stock. Quand c'est en rupture de stock, on arrête quand le produit revient. Mais des produits discontinués, on en fait quand même plusieurs.
parce que ils sont discontinués pour des raisons parfois techniques, des fois économiques. Hein, les compagnies ne font plus d'argent avec, donc ils discontinuent. Et à un moment donné, j'ai une patiente qui... je ne sais pas comment elle est tombée sur nous autres parce qu'on ne reçoit pas des patients chez nous. Elle nous contacte et elle dit, moi, je prenais un médicament qui s'appelait le Cafergo et pour mes migraines, puis ça se fait plus, puis moi, j'ai absolument besoin de ça, sinon je ne peux pas... Puis pourtant, pour la migraine, il y a quand même plusieurs nouveaux médicaments, là, les triptans qui fonctionnent très, très bien. Mais elle dit, moi ça ne fonctionne pas, ça me prend du Cafergo. Et le produit s'appelait Cafergo parce que c'était une combinaison de caféine et de ergotamine. OK. Alors, la caféine, évidemment, c'est toujours disponible. Hein? N'importe où. Pas mal n'importe où, puis en grande quantité, mais l'ergotamine n'existait plus. Alors, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé l'ingrédient actif, l'ergotamine, et on en a commandé depuis quand même plusieurs années. Et à cause de cette patiente-là, son prénom, c'est Sylvie, je suis resté assez en contact avec elle, et on fait des capsules d'ergotamine pour les patients qui ont besoin de ce traitement-là pour les migraines. OK. Suite à ça, il y a eu une émission qui existe toujours, qui est La Facture. OK, ouais. Et il y a eu un reportage sur notre histoire avec cette patiente-là. Donc, je te dirais que c'est quand même un événement assez marquant parce qu'on est passé à la télé à cause de ça, où nous, comme pharmaciens préparateurs de magistral, on a vraiment aidé quelqu'un à avoir une qualité de vie qui a du bon sens. Et on fait aujourd'hui ce produit-là pour plusieurs autres. Ouais. Donc, ça arrive des fois qu'on a... Je parle pas souvent des patients comme préparateurs, mais ça arrive une fois de temps en temps. Puis pour cette patiente-là, j'y parle encore assez régulièrement parce qu'une fois de temps en temps, elle commande, puis elle veut être sûre qu'on en a en stock. Puis à un moment donné, on a manqué de poudre. C'était l'enfer pour elle, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis bon, on a réussi à en trouver d'autres. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Donc, c'est toujours des histoires. Puis vous allez voir dans votre pratique, vous allez avoir des moments marquants. Vous allez avoir changé la vie de quelqu'un. Ça peut être un patient psychiatrique, ça peut être un patient dépressif, ça peut être un patient diabétique. Vous allez sauver des gens qui vont arriver chez vous. Vous allez dire, vous êtes en train de faire potentiellement une crise cardiaque, vous en allez à l'urgence tout de suite. Vous allez donner 2 aspirines puis une pompe de nitro. Vous allez sauver la vie de certaines personnes. Ça va vous arriver, c'est clair, dans toute votre carrière, il va arriver au moins une fois ou 2. Ouais. Mais des fois, on change la qualité de vie des gens. Et ça, c'est toujours très satisfaisant. Mais c'est sûr, c'est gratifiant. Tout à fait. Oui, on est là un peu pour ça, mais nos interventions, des fois, c'est un peu. On aide un petit peu, on conseille bien. Les gens repartent chez eux, puis ils sont contents, mais on n'a pas transformé leur vie. Mais parfois, on la transforme. Oui. Mais tu sais, petit peu par petit peu, on transforme un peu toujours leur vie, puis tu sais, au final, ça fait un grand impact. Là, comme on parlait tantôt, on sauve une hospitalisation, on sauve quelque chose. Les gens, ils ne le voient pas concrètement, mais ça sauve quelque part quelque chose. Là, tout à fait. Ouais. On voit aussi, je me souviens d'un autre cas, c'est en pharmacie, évidemment, on est une profession féminine. Hein? 70% des pharmaciens sont des pharmaciennes et dans bien des pharmacies, il n'y a que des techniciennes et des pharmaciennes. Alors, pour les patients masculins, des fois, ça devient un petit peu gênant d'exposer certains problèmes. Et je me souviens, j'étais stagiaire de 4e année. Là, j'allais être pharmacien de quelques semaines plus tard. Puis à un moment donné, j'ai vu quelqu'un m'arriver et me dit « Je veux parler à lui. » Ah ouais. Puis... Et je veux pas te parler ici, je veux que tu sortes de la pharmacie, puis je veux te parler. Alors, je suis sorti de la pharmacie pour lui parler. Puis c'était un jeune homme là, qui avait clairement une ITS, là. Ah. Puis il savait pas quoi faire. Ben oui. Puis il était gêné d'en parler avec une femme. Ben oui. Hein, puis le contraire va arriver. Le contraire arrive, ben oui, le contraire arrive, c'est ça. Et alors, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, tu vas voir le médecin, tu lui dis que tu as ces symptômes-là. En attendant, tu contactes ta partenaire, blablabla. Mais je me souviens de ça, puis ça fait 31 ans de ça. Là. Fait que il y a des patients comme ça qui vous marquent parce que c'est spécial. Il y en a plein d'histoires en pharmacie. On en voit de toutes les couleurs. Ah oui, je pourrais vous rencontrer. À un moment donné, je reçois un appel de mon cousin qui me dit que ma tante est allée à la pharmacie et que la pharmacienne lui a sauvé la vie. Ah oui? Je dis, ah oui, comment ça se fait? Ben, le médecin il avait prescrit quelque chose, puis la pharmacienne dit, si je vous le donne, vous allez avoir un gros problème, vous pourriez mourir. J'appelle votre médecin, on change ça, tout ça. Ouais. Fait que je demande à mon cousin, c'est qui cette pharmacienne-là? Et je l'ai appelée pour la remercier. Oh wow!
Puis la pauvre chouette, elle s'est mise à pleurer au téléphone parce que le président de l'ordre l'appelait. Ben, c'est ça. Quel honneur. C'est quel moi qui honneur. devrais pleurer parce que t'as sauvé ma tante. Tu sais. Ben oui, c'est vrai, mais c'est sûr que ça doit être un honneur pour elle de recevoir un appel du président de l'Ordre des pharmaciens. Ben, là. si- Positif, faut se le dire. Ben oui, positif. c'est Une ça. des parties de la job qui est bien intéressante, c'est que si un patient appelle à l'ordre et félicite un membre, une pharmacienne ou un pharmacien, puis, ou nous envoie un email ou tout ça, on envoie une lettre. J'envoie une lettre au OK. pharmacien pour le féliciter, puis ça va au dossier. Ah. Donc, Fait que pour tous les patients. pas qui juste nous les écoutent, plaintes qu'on regarde. on peut faire ça. Envoyer des compliments, s'il vous plaît. Envoyer des compliments, pas juste du négatif. voilà. Un peu de reconnaissance. Tout à fait. Mais c'est super gentil de cette discussion. Écoutez, je pense que on a pas mal, en fait, un peu démystifié peut-être tranquillement le rôle du pharmacien. J'espère que les gens vont comprendre à quel point le pharmacien, c'est un professionnel de la santé vraiment accessible, de première ligne, puis Nécessaire. nécessaire, Oui. vraiment nécessaire. Je pense que c'est un acteur clé dans le système de santé. Là. Absolument. Et je rajouterais que plus ils sont jeunes, souvent, plus ils sont dynamiques, plus ils sont frais formés. Mhm. Vous allez sortir, vous allez être super bonne. Puis dans 2 ans, flop total, tout est mis à jour. C'est une blague. Voilà. Non, vous allez être super bonne, je suis pas inquiet. Ah, c'est gentil, merci. Puis si en un mot ou en une petite phrase courte, là, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens en fait retiennent de cette discussion sur le rôle du pharmacien? Les pharmaciens sont vraiment les gens les plus faciles à aller voir. La disponibilité, la proximité, la fréquence des contacts. Souvent, on connaît la maman, le papa, les enfants. Ouais. Rester avec la même équipe de pharmaciens, c'est bien important aussi, de développer cette relation-là. On peut être proche des gens. N'hésitez pas à consulter votre pharmacien, votre pharmacienne. C'est toujours un plaisir pour les pharmaciennes et les pharmaciens de donner des conseils, de faire du mieux qu'ils peuvent pour aider la vie des gens parce que c'est de là qu'ils vont chercher leur énergie, leur satisfaction. C'est vrai. Avec les petits commentaires positifs, merci beaucoup que... Ça change une journée, mettons. Ouais, ça donne un peu de pep dans ta journée. Oui. Ça justifie ta place, en fait, en pharmacie, je pense. Ben, écoutez, je pense que merci beaucoup pour cette belle discussion. Je vous souhaite une belle continuité. Quelques années encore, peut-être, dans l'ordre. Il reste 1 an et demi à mon mandat. OK. Donc, dans 1 an et demi, vous allez avoir quelqu'un d'autre. OK. Je ne sais pas qui, Mhm. mais c'est la même organisation, c'est la Ben même ouais. équipe, c'est la même philosophie et on va continuer d'essayer de développer la profession pour en faire plus pour les gens. On souhaite que le mieux. Puis plus de rôles cliniques, enfin, qui se développeront là, pour justifier la pertinence du pharmacien. Fait que merci beaucoup encore. Merci. Oui, c'est vraiment un honneur de vous avoir reçu. Oui, effectivement, pour Vraiment notre premier contente. épisode, je pense que ça a brisé bien la glace. Puis je Ça pense part en que force. ça part en force, effectivement. Je pense qu'il n'y avait personne d'autre de mieux que vous pour amorcer ce podcast en vente libre. Super. À bientôt. Merci, à Merci. bientôt. Bye.